Ils ont été déployés à des milliers de kilomètres de chez eux, parfois au péril de leur vie. Raconte-moi une OPEX leur donne la parole. Je dirais pas que c'est la raison principale, par exemple, qui a fait que je me suis engagée, mais forcément, s'engager comme militaire, c'est pas quelque chose d'anodin. On décide pas de s'engager sur un coup de tête, c'est quand même en tout cas, pour moi, c'était quelque chose de réfléchi. Et forcément, la camaraderie était c'était quelque chose que j'attendais, en tout cas, en m'engageant dans l'armée de terre et que j'ai retrouvé. Et forcément, ces moments-là, en fait, font que je me dis que j'ai pas fait ce choix par hasard et que c'est aussi des moments comme ça qui font que le métier de militaire n'est pas un métier comme les autres. On vit des moments entre nous qui sont inoubliables, que ce soit dans la difficulté, mais il y a des moments de joie, des cérémonies qui sont émotionnellement quand même fortes. Et tous ces moments-là font que ça nous donne des choses communes. Et ces choses communes, en fait, font que à certains moments, sont très importantes, en fait. Dans cette nouvelle série de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, de grands témoins d'opérations extérieures répondent aux questions de jeunes lycéens et collégiens. Qui sont-ils ? A-t-on peur quand on part en mission ? Comment se passe le retour ? Et quel est le rôle de l'ONAC-VG dans la reconnaissance de leur engagement ? Autant de questions auxquelles ils répondent avec sincérité, émotion parfois, qui permettent de raconter les histoires d'hier pour sensibiliser les générations de demain. Du désert du Sahel aux montagnes afghanes, de la jungle africaine aux vallées des Balkans, ils ont tous à cœur de nous transmettre leur vécu des OPEX sur lesquels ils ont été déployés. Un moment d'intimité où ils se livrent sans fard et qu'ils souhaitent partager au plus grand nombre. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi une OPEX, le podcast de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que nous ouvrons une nouvelle saison, c'est la saison 2. Déjà 10 mois passés ensemble à écouter, à apprendre et surtout à transmettre ces récits uniques de combattants, de militaires qui nous racontent leur OPEX, ces hommes et ces femmes qui ont choisi de servir la France avec honneur et abnégation. Alors merci à eux. Et merci à vous, parce que si ce podcast existe aujourd'hui, c'est grâce à vos écoutes, grâce à vos partages, et bien évidemment à leurs témoignages si inspirants que nous recueillons mois après mois. Cette saison encore, nous allons vous offrir de nouveaux récits, de nouvelles voix, de nouveaux engagements, des histoires vraies, parfois dures, toujours marquantes, qui nous rappellent l'importance de la mémoire, de la transmission et du soutien indéfectible de l'ONAC-VG envers ceux qui ont servi et servent encore notre pays. Restez à l'écoute, la nouvelle saison commence maintenant. Et pour ouvrir cette nouvelle saison, nous avons choisi de partir aujourd'hui dans le sud-ouest de la France et plus précisément à Montauban dans le Tarn-et-Garonne où nous avons la chance d'être reçus dans les locaux de la direction départementale de l'ONAC-VG. C'est ici, au cœur de cette région qui est le berceau historique de la 11e brigade parachutiste, que nous accueillons ce matin l'un de ses membres, la lieutenant Laura. Lieutenant, bonjour. Bonjour. Petit point particulier, aujourd'hui, vous connaissez le format de ce podcast. À chaque épisode, les grands témoins sont interviewés par de jeunes collégiens ou lycéens. Malheureusement, ce matin, le calendrier scolaire a été chamboulé et c'est donc par téléphone que Pia nous a envoyé les questions pour la lieutenant Laura. Alors on va commencer tout de suite avec la première question. Vous êtes officier dans l'armée de terre, mais avec un parcours un peu particulier. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors je suis officier communication au 17e régiment du génie parachutiste depuis maintenant près de 5 ans. Donc à la base, moi j'ai pas du tout de famille militaire, donc je connaissais pas grand-chose à l'armée de terre et aux armées en particulier, si ce n'est lors de ma JAPD, donc maintenant la journée de défense et de citoyenneté. Et en fait, c'est dans le cadre de mes études, à l'occasion d'un stage au service d'information et de relations publiques de l'armée de terre, qu'en fait j'ai découvert vraiment l'armée de terre en particulier. Et que c'est grâce à cette expérience que j'ai eu ensuite envie de m'engager dans le domaine de la communication. C'était quoi comme étude ? Alors j'ai fait un master en communication et c'est lors d'un stage à la fin de ma licence que j'ai fait du coup ce premier stage et ensuite lors de mon master j'ai continué en alternance au service communication du coup de l'armée de terre. Ce premier contact, il est comment ? Il est un petit peu particulier quand on arrive dans le milieu militaire ?
Alors, pour la petite histoire, à la base, lors de cette recherche de stage, c'est parce que je voulais fuir un emploi saisonnier où je devais être guide touristique et où je m'étais dit, punaise, je fais quand même des études à Paris, c'est quand même bête de pas profiter de cette expérience pour trouver un stage dans le domaine dans lequel je fais mes études. Donc, j'avais postulé à, je crois, tous les stages qui avaient été publiés par le ministère des Armées. Et en fait, un jour, le CIRPATER me contacte pour me dire que est-ce qu'on peut convenir d'un entretien. Et c'est comme ça que je passe mon entretien avec un lieutenant-colonel et que je découvre, on va dire, mon premier rapport à l'armée de terre. Pourquoi s'engager alors que vous aviez déjà une place comme civil ? C'est quoi la différence ? Oui, alors en plus à la suite de mes études de communication, j'ai eu la chance de pouvoir faire un premier contrat comme contractuel au sein de la communication de l'armée de terre. Et en fait, ça n'a fait que confirmer mon envie de m'engager puisque je me disais sur la partie communication, je fais le même métier que mes collègues qui eux étaient militaires et je les voyais partir en mission, je les voyais faire des choses hyper intéressantes et du coup, il y avait cette petite frustration qui je me disais, bah punaise, c'est super, mais moi aussi, j'aimerais bien pouvoir partir en opération extérieure ou partir sur des missions différentes. Et donc, c'est vraiment comme ça que je me suis dit que le civil, c'est bien, mais que je voulais passer le cap. Oui, parce que alors pour bien comprendre, vous êtes donc dans ce service qui s'appelle le CIRPATER, donc qui s'occupe de la communication de l'armée de terre, avec je crois tout ce qui est c'est le web, c'est ça, c'est les magazines, Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai commencé à la cellule relations médias. Donc là, c'était en plus à l'occasion d'un 14 juillet, donc c'est hyper impressionnant. Et ensuite, j'ai basculé à la section rédaction, donc j'écrivais des articles à la fois pour, par exemple, le site internet, le site Intradef, mais également des publications pour les réseaux sociaux et pour la partie papier avec le magazine Terre Mag. Et donc, avec des gens qui sont en treillis à côté de vous et qui, eux, partent, et vous qui êtes en civil, engagés, enfin donc sous contrat et qui partaient pas. Donc petite frustration. Exactement. Et du coup, à chaque retour de mission, d'exercice, de les entendre raconter ce qu'ils ont vécu, où je me dis punaise, moi aussi j'aimerais bien faire ça en fait. Vous avez choisi une unité parachutiste, donc difficile. Vous n'aviez pas peur ? Alors non, parce que le côté parachutiste, c'est aussi pour ça que je me suis engagée, puisque je voulais une unité où le sport est très important. Et le 17 en particulier, puisque, encore une fois, à l'occasion de mon stage au CIRPATER, le 17e RGP défilait sur les Champs-Élysées. Et j'avais eu l'occasion de parler avec des sapeurs parachutistes et qui me racontaient un peu leur quotidien, notamment qu'on pouvait larguer des véhicules. Et je me disais, punaise, c'est quand même super. En cherchant un peu plus, je vois que c'est une unité avec vraiment énormément de diversité. Il y a beaucoup de spécialités différentes. Et forcément, mon regard un peu de communicante me dit que ça sera hyper intéressant parce que ça sera jamais les mêmes personnes que je mettrai en valeur. Et c'est vrai que maintenant, 5 ans après, je me dis que j'ai fait le bon choix de régiment puisque c'est jamais la même spécialité. C'est tous les jours différents. Et du coup, je retrouve ce que j'étais venue chercher au départ. Alors justement, pour que nos auditeurs comprennent bien, une unité parachutiste, tout le monde voit à peu près ce que ça fait. Ça veut dire qu'il faut sauter d'un avion. C'est quoi la spécificité du régiment dans lequel vous servez ? Alors le 17e régiment du génie parachutiste, c'est le seul régiment du génie de la brigade parachutiste. Donc on va appuyer les unités de mêlée sur la partie génie, donc ça va être tout ce qui va être par exemple ouverture d'itinéraires, appui à la mobilité, à la contre-mobilité. Ça peut être concrètement du déminage, ça peut être également de l'aide au franchissement si par exemple il y a une coupure humide à franchir. Alors une coupure humide, c'est une rivière, hein, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ça va du coup permettre à ce que un régiment d'infanterie ou de cavalerie puisse avancer et traverser cette rivière. Et c'est tout ça qui fait que c'est hyper intéressant le génie, puisqu'il y a énormément de choses différentes à mettre en avant. Qu'a pensé votre entourage de votre engagement ? Alors, ils étaient surpris parce que je viens pas du tout d'une famille de militaires. Après, ils m'ont tout de suite soutenue et d'autant plus quand ils ont vu que je m'épanouissais, pour eux c'était le plus important. Donc c'était plus du soutien et forcément il y avait une fierté également de voir leur fille devenir militaire, ça c'est sûr.
devenir officier. Ils sont venus vous voir à Saint-Cyr Alors non, parce que malheureusement, j'ai eu ma cérémonie pendant la période Covid. Oups. Alors du coup, non, ils sont pas venus. Je crois qu'ils m'ont très rarement vu en militaire, mais pour une passation de commandement, j'ai eu la chance de pouvoir être porte-drapeau du régiment, donc j'ai bien sûr envoyé toutes les photos à mes parents qui étaient particulièrement fiers de montrer à tout notre entourage. Aujourd'hui, vous êtes officier communication dans votre régiment. Ça consiste en quoi ? Alors, le rôle de l'officier communication d'un régiment, ça va être de valoriser le travail, du coup, pour mon cas, des sapeurs-parachutistes, à la fois pour faire connaître nos spécialités, dans un but de recrutement, par exemple, mais ça va être également toute la partie relations presse, animation des réseaux sociaux, pour aussi à la fois maintenir le lien avec toute la communauté d'anciens sapeurs-parachutistes, les familles de nos sapeurs-parachutistes. Donc ça va être vraiment de valoriser l'image de mon unité. Alors ça, c'est votre travail en France, oui. Bien évidemment. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y avait cette envie de partir et de prendre le treillis pour partir bien évidemment en opération. Et c'est le principe de ce podcast. On va parler maintenant de ces opérations dans lesquelles vous avez été déployé à plusieurs reprises. Et donc, je laisse la parole pour cette deuxième thématique. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier OPEX ? On est dans quel état d'esprit quand on apprend son prochain départ ? Alors, je dirais qu'il y a forcément un peu de stress, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi on va s'attendre au final. On nous en a parlé, donc on va dire qu'on a des projections de « ok, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça ». Bien souvent, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Par exemple, pour mon cas, c'était encore une fois en plein Covid. Donc, typiquement, tout ce qu'on m'avait raconté avant donc j'étais partie au Tchad comme officier presse dans le cadre de l'opération Barkhane. Forcément, en plein Covid, je n'ai pas fait beaucoup d'accueil média, par exemple. Or, c'est, on va dire, la fonction principale d'un officier presse en mission. Donc, forcément, toute cette partie-là, je ne l'ai pas faite. Donc, j'ai fait autre chose, mais pas du tout ce à quoi je m'attendais au départ. Donc c'était le Tchad, c'est ça votre première opération ? Oui, j'ai fait 2 mois au Tchad et ensuite j'ai basculé 2 mois sur Gao au Mali. Ah oui, d'accord. Donc tout ça, c'est dans le cadre de l'opération Barkhane. Donc oui. On est en quelle année ? On est en 2020. D'accord. À des moments où c'est encore l'opération, il y a des moments de tension qui sont importants. Le Tchad, c'est l'état-major de l'opération Barkhane. Oui, c'est ça. Qui est un endroit, on va dire, entre guillemets, un peu plus tranquille à ce moment-là. Oui, et en même temps, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, de commencer par le Tchad parce que ça m'a permis de très vite comprendre comment, en fait, l'opération Barkhane fonctionnait parce que forcément, j'étais intégrée avec tous les grands chefs. Donc, en fait, on comprend vite la dynamique et comment sont réfléchies les opérations. Et on est vraiment au cœur du système. Avant ensuite de basculer sur Gao, où là, on est vraiment dans le côté opérationnel avec les unités qui partent sur le terrain. Donc, on va dire que j'ai eu la chance d'avoir une première mission qui était très complémentaire. Ouais, c'était la vision haute. Et puis là, tout d'un coup, on prend les véhicules et on part vers le Mali. Tout à fait. Alors, quand on a eu cette vision haute, et qu'on monte dans ce véhicule blindé et qu'on part vers Gao, on est dans quel état d'esprit ? Alors, c'était pas en véhicule blindé pour le coup, c'était en hélicoptère. En avion. En avion, allez. mais du coup, c'est pas comme pour le départ au Tchad, on sait pas à quoi s'attendre et puis on s'adapte. Il y a de l'appréhension à ce moment-là ? Je dirais que l'appréhension, je l'avais plutôt en France quand je suis partie. Après, une fois qu'on est en mission, on va dire, en fait, le quotidien devient un autre quotidien. Et en fait, on s'adapte très vite à ce nouvel environnement qui devient le nôtre, en fait. Pour cette première OPEX, et on revient sur l'histoire du CIR Pater, quand on vous dit, bon, lieutenant, là, c'est parti, c'est Barkhane, est-ce qu'on se dit, ah, ça y est, enfin ? Oui, on se dit, en fait, ça devient concret. Et en fait, c'est ce pourquoi je m'étais engagée, parce que j'aurais très bien pu rester civile. Mais je me dis, en fait, voilà, ça y est, je touche du doigt le pourquoi j'ai décidé de devenir militaire. Vous êtes parti plusieurs fois en opération. C'est quand même possible d'avoir une vie de famille ? Oui, ça se pose pas de souci. Après, bien sûr, c'est des concessions parfois, mais oui, ça pose pas de problème. Parce que les départs durent combien de temps en moyenne ? À chaque fois, moi, je suis partie 4 mois. D'accord, c'est quand même conséquent dans une année. Et on parle de plusieurs OPEX, donc vous avez
été où ? J'ai fait 2 fois Barkhane, donc la première Tchad et Mali comme officier presse. La deuxième en 2022, je suis partie également sur Barkhane, mais cette fois-ci comme chef d'équipe image. Et en 2024, je suis partie au Liban comme conseiller communication. Alors, pour juste un petit peu pour revenir dans le détail, pardon pour les questions qui sont posées, je casse un petit peu le rythme de tout ça, mais c'est pour comprendre, c'est important. Alors, officier image à Barkhane, ça consiste en quoi ? Officier presse, on a bien compris, c'est d'accueillir la presse, même si elle vient pas parce qu'il y a Covid. Et officier image ? Alors, chef d'équipe image, ça consistait, je partais avec 2 opérateurs images, un photographe et un caméraman. Et notre mission, c'était en fait de suivre les unités qui étaient déployées en opération pour faire des images à la fois pour un but de montrer ce que font les forces françaises en mission, mais également ça peut être dans un but d'image preuve, de pouvoir constater que l'armée française a fait ou pas fait telle ou telle chose. Donc ça veut dire beaucoup de terrain ? Oui, quand je suis partie chef d'équipe image, donc on est en 2022, sur 4 mois de mission, on était 3 mois à l'extérieur, d'autant plus que c'était un moment où le président de la République avait annoncé la réarticulation de l'opération Barkhane, donc il y avait eu beaucoup de modifications à ce moment-là, et nous on a vraiment été les capteurs un peu de ces changements. Oui, donc dans plein d'endroits différents, Tout à fait. À suivre plein d'unités. Tout à fait, on est parti sur la base de Ménaka, on était sur Gao, on est parti à Gossi, on a fait Voie Sacrée, on a fait énormément de choses différentes et à chaque fois on était avec des unités différentes, de spécialités différentes, puisque du coup à ce moment-là, par exemple, toute la partie logistique a eu énormément d'importance, donc c'est aussi des unités parfois qu'on met un peu moins en avant, que là on a vraiment pu suivre sur du temps long, donc c'était vraiment un moment très intéressant en tout cas pour nous à ce moment-là. Et je reviens sur cette dernière OPEX, le Liban, c'est bien ça ? Oui. On est en 2024, ça n'échappera à personne que 2024 au Liban, vous êtes un petit peu sous tension. Tout à fait. Comment ça se passe sur place justement pour l'officier communication ? Alors, je pense que intellectuellement, ça a été la mission la plus intéressante parce qu'on se rend compte qu'on est à un endroit vraiment important sur la scène en fait internationale et que de ce qui se passe à cet endroit dépend aussi beaucoup de choses. Donc c'était vraiment très très intéressant. Après forcément le travail de l'officier communication, comme à chaque fois, peut être légèrement modifié. Sur cette mission, moi, ce qui m'a énormément plu, mais ça, à titre personnel, c'est qu'on m'a demandé beaucoup de travail, d'analyse de ce qui se disait par exemple dans les différents médias et même si du coup je produisais moins pour le coup tout ce qui est photo, vidéo, à l'inverse j'avais un rôle plus d'analyse qui était également très intéressant en fait. Parce que en plus quand on parle du cœur de l'événement, les unités françaises qui servent sous le mandat ONU qui sont au Liban sont très au sud. Ça veut dire que vous êtes vraiment à la frontière israélienne, en tout cas pas loin, au cœur des événements et possiblement des affrontements entre les deux pays. Oui, alors il y avait effectivement un détachement juste à côté de la Blue Line. Moi, j'étais un peu plus au nord. La Blue Line, c'est la frontière, hein, oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'étais un peu plus au nord, j'étais à Der Kifa. Donc, même si forcément on constatait ce qui se passait, ça nous touchait quand même moins. Ça fait quoi quand on est officier communication, quand on s'est engagé, notamment pour le Liban, mais ça devait déjà l'être un petit peu pour Barkhane, mais là, sur cette mission Liban, de se dire, enfin, vous êtes au cœur de l'actu, quoi. Je dirais que c'est vraiment intéressant et en fait, ça nous permet de voir l'actualité sous un autre prisme. Puisque lorsqu'on est en France, on constate l'actualité d'une certaine façon en fonction de nos lectures, de ce qu'on voit dans les différents médias qu'on peut regarder, lire, écouter. Et en fait, d'être dans un autre endroit, on voit les choses et on peut l'analyser parfois sous un autre prisme. On a accès à des échanges avec d'autres personnes également. Et du coup, forcément, en fait, ça nourrit d'autres pistes aussi de réflexion, d'analyse. Et c'est très enrichissant de se rendre compte que
qu'en fait on assiste à des choses différentes de notre quotidien. Et de ce que perçoivent les gens, parce que je suppose que votre entourage en France était persuadé que vous étiez sous des bombardements H24. Tout à fait, tout à fait. Et c'était justement parfois un peu le petit point de friction avec la famille, c'est qu'ils se rendent pas forcément compte de ce qu'on vit, mais pas parce qu'en fait nous, ça devient notre quotidien. Donc en fait, on va pas leur raconter tout ce qui se passe dans notre quotidien. Et heureusement en fait, notre vie continue du coup pendant 4 mois ailleurs, et en fait nous c'est une certaine routine qui s'installe en fait, tout comme on change d'endroit, on s'adapte, une nouvelle routine vient se mettre en place, et notre famille qui est loin de tout ça et qui voit juste ce qui se passe parfois dans les médias, ils ont un peu du mal et ils peuvent parfois pas comprendre ce qui se passe, donc c'est aussi à nous de les rassurer, de leur faire comprendre que tout va bien. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants de vos premières OPEX ? Sur l'ensemble de vos OPEX, hein, on prend tout, nous. Les souvenirs marquants, je dirais que pour moi, les souvenirs marquants, en fait, c'est plus des moments un peu de camaraderie, où par exemple, c'était en 2022 sur Barkhane, donc on est allé faire quelques semaines à Gossi quand la base a été fermée. Je me suis retrouvée du coup avec par exemple une section du 17e régiment du Genêt parachutiste, donc mon régiment. Je les ai retrouvés du coup dans des conditions où forcément il faisait super chaud, il y avait plus de temps de climatiser, et ça fait des souvenirs dont on parle encore aujourd'hui. C'est plus, je veux dire, les moments qui restent, c'est les moments de camaraderie, et qui nous ont permis parfois de garder le sourire dans des moments où on aurait pu peut-être avoir le manque de la famille ou le manque de la France. Vous avez déjà eu peur ? Comment on la gère ? Peur, non, parce que c'est notre travail, mais il y a des fois, je dirais que j'étais plus vigilante. Et on gère comment cette vigilance, pour pas que ça se transforme en stress, pour pas que ça se gère pas, c'est l'entraînement qui fait que avant, Oui, je pense que c'est l'entraînement et la préparation, et en fait tout le monde est professionnel, donc en fait ça se canalise en fait, donc il y a pas de. Après, j'ai jamais eu non plus des expériences où j'ai été amenée à stresser énormément. En tout cas en opération extérieure, j'ai eu beaucoup de chance, je me suis jamais retrouvée dans des situations où par exemple j'ai eu peur pour ma vie ou autre. C'était important pour vous de partir en OPEX ? Oui, parce que déjà, je vois toutes les personnes tous les sapeurs parachutistes de mon régiment partir en mission, donc forcément c'est aussi quelque chose que j'ai aussi envie de découvrir. Et puis il y a quand même un côté fédérateur de vivre certaines missions avec certaines personnes. Ça crée des liens qui sont quand même importants, et oui, c'était important pour moi de partir en mission. Vous en avez parlé sur le Liban, et là vous en parlez maintenant. C'est ce côté camaraderie, cohésion. Il est important pour vous, et est-ce que c'est quelque chose justement que vous a apporté l'armée et le fait de vous engager, qu'à première vue vous n'auriez peut-être pas eu ailleurs, je sais pas? Alors, je dirais pas que c'est la raison principale, par exemple, qui a fait que je me suis engagée, mais forcément, s'engager comme militaire, c'est pas quelque chose d'anodin. On décide pas de s'engager sur un coup de tête. C'est quand même en tout cas pour moi c'était quelque chose de réfléchi, et forcément la camaraderie était c'était quelque chose que j'attendais en tout cas en m'engageant dans l'armée de terre, et que j'ai retrouvé. Et forcément ces moments-là en fait font que je me dis que j'ai pas fait ce choix par hasard, et que c'est aussi des moments comme ça qui font que le métier de militaire n'est pas un métier comme les autres. On vit des moments entre nous qui sont inoubliables, que ce soit dans la difficulté, mais il y a des moments de joie, des cérémonies qui sont émotionnellement quand même fortes, et tous ces moments-là font que ça nous donne des choses communes, et ces choses communes en fait font que à certains moments sont très importantes en fait. Cette carte de ressortissant de l'ONAC-VG, et donc dont on va parler maintenant. On a quelques questions à vous poser là-dessus, puisque ces départs en OPEX ont fait que vous êtes devenue ressortissante de l'ONAC-VG. Je laisse la parole pour les prochaines questions.
Vous êtes ressortissant de l'ONAC-VG. Comment et quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'office ? Alors, je suis un peu mauvaise élève puisque j'ai entendu parler de l'ONAC-VG assez tard, au bout de ma 3e mission, où c'est un mail de mon groupe d'échelon que j'ai vu passer disant qu'au bout d'un certain nombre de jours, on pouvait demander cette carte-là. Après, sans connaître, pour moi, l'ONAC-VG, c'était plus des anciennes personnes, des anciens combattants. C'est souvent l'image, oui. Voilà, beaucoup plus vieux que moi, donc je me sentais pas forcément concernée, qui avait avec mes 2-3 ans de service, je me sentais pas forcément concernée. Et en fait, c'est suite à ce mail-là que j'ai vu que je pouvais prétendre et faire la demande. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis un peu plus intéressée à l'ONAC-VG. Vous avez cette carte du combattant. Ça fait quoi quand on la reçoit ? C'est une petite fierté parce qu'on se dit que en fait beaucoup d'anciens combattants avant nous l'ont eu, donc je dirais qu'on est fiers. Ça fait quand même quelque chose de particulier quand on a votre parcours, qu'on se destinait pas à une carrière militaire, et maintenant vous y êtes depuis quelques années. Alors vous avez fait plusieurs OPEX. Vous rentrez dans cette espèce de club alors qu'on appelait les anciens combattants, aujourd'hui des combattants maintenant. C'est quelque chose quand même un petit peu particulier. En plus, vous êtes encore jeune. Oui, alors je dirais que c'est plus du fait de ma spécialité, la communication, c'est pas forcément quelque chose. Tout le monde n'imagine pas qu'il y a des officiers communication, des photographes, des vidéastes à l'armée, par exemple. Et c'est plus de montrer que même en faisant cette spécialité, en fait, on est avant tout militaire. On peut être jeune et ressortissant de l'ONAC-VG. Ça fait quoi d'être lié à d'autres combattants qui ont 50 ou 60 ans de plus que vous ? Je dirais que parfois ça fait un peu bizarre quand on est amené à échanger avec eux parce que même on va dire qu'il y a encore des personnes au régiment, ils ont l'âge de mon père, d'autres qu'on croise l'âge potentiellement de mes grands-parents, et du coup forcément c'est beaucoup d'humilité quand on leur parle parce qu'on se dit qu'ils ont connu des choses que nous en fait on a connues que dans les livres d'histoire. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera l'inverse. Et du coup, c'est bien de se dire qu'on a tous ce socle commun et qu'après, chacun transmettra à son tour aux plus jeunes ce qu'il a pu vivre ou apprendre. Mais on l'a vu au fur et à mesure de nos différents épisodes, et on a interviewé effectivement des gens qui étaient beaucoup plus âgés que vous et qui ont vécu d'autres choses, des choses différentes tout simplement, et qui sont très attachés aussi à voir cette nouvelle génération de combattants qui deviennent ressortissants de l'ONAC. C'est important aussi pour eux de vous voir arriver, je pense. J'espère. Quelle valeur portée par l'ONAC-VG vous parle le plus ? Forcément, vu ma spécialité, je dirais que ça serait la partie transmission, puisque même au quotidien, avec ma cellule, on travaille beaucoup, que ce soit avec les différentes classes défense avec lesquelles notre régiment travaille, mais également avec les jeunes stagiaires, que ce soit des collégiens, des lycéens qui viennent passer quelques jours au régiment. Je dirais que forcément, c'est le côté transmission qui, pour moi, me touche le plus, puisque c'est aussi ça que j'étais venue chercher en m'engageant à l'armée. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, lieutenant, pour ce témoignage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On vous retrouve une prochaine fois. Je ne sais pas encore dans quel endroit de la France on va vous emmener, ni qui on va vous proposer. De toute façon, ce seront des témoignages forcément passionnants, comme à chaque fois. Vous venez encore de le constater aujourd'hui. Merci encore de votre fidélité. Merci encore de nous accompagner pour cette nouvelle saison, pour cette 2e saison de Raconte-moi une OPEX. Comme d'habitude, vous mettez vos commentaires, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, vos plateformes d'écoute favorites. On se retrouve dans un mois. À très vite. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous comptons sur vous pour liker, partager, commenter et noter cet épisode. Si vous aussi vous avez servi en OPEX, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ONAC-VG pour à votre tour en devenir un des ressortissants. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site en description de l'épisode. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouveau témoignage dans Raconte-moi une OPEX.